Bonjour chers distordus, ici Émile de Distorsion. Voici un petit mot pour vous dire que nous prendrons part au Salon du Livre de Montréal les 22, 23 et 24 novembre prochains au Palais des Congrès. Venez nous rencontrer pour faire dédicacer votre livre le vendredi de 14h30 à 16h, le samedi entre 14h30 et 16h, mais aussi de 19h à 20h30 et finalement le dimanche de 11h30 à 13h. Bref, on passe pas mal tout le week-end là. Si vous n'avez pas encore votre copie de Distorsion 13 histoires étranges de l'ère numérique, illustrée par Ron, vous pouvez en faire l'acquisition en ligne au Canada sur leslibraires.ca et en Europe au distorsion.fr. Il est aussi disponible en format numérique édité par Hachette, ainsi que sur les grandes plateformes comme Amazon ou la Fnac. Et si vous avez aimé le livre, n'hésitez pas à nous donner une note de 5 étoiles pour nous encourager. Sur ce, bonne écoute. Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Celibacy means someone who never before has a sexual intercourse. Right. Involuntary celibacy means this wasn't your choice. I You see. essentially have been thrown into true forced loneliness and you're unable to lose your virginity. Right. This is especially painful for young males. Des histoires étranges de l'ère numérique. En avril 2018 à Toronto, Alec Minassian fonce à toute allure sur des piétons au centre-ville, causant 10 morts et 16 blessés. En fouillant sa vie en ligne, on découvre qu'Alec était un membre des incels, une communauté Internet radicale d'hommes incapables d'avoir des relations avec les femmes. En plus de véhiculer des messages haineux envers les femmes, les incels sont responsables d'au moins 45 morts causées lors de tueries de masse. Plongez avec nous au cœur d'une des contre-cultures les plus dangereuses et les plus imprévisibles de l'Internet. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien. Aujourd'hui, on aborde encore une fois un sujet dur. Notre saison 5, Ouais. Elle est très intense. On se plonge dans des nouveaux types de sujets. On va parler aujourd'hui des incels, donc cette communauté d'hommes célibataires involontaires sur Internet qui, depuis le début des années 2000, se regroupent sur des forums, sur des blogs et depuis l'arrivée des réseaux sociaux, évidemment sur Facebook, YouTube et autres. Au départ, ça faisait pas vraiment de vagues, mais au cours des dernières années, ce regroupement-là s'est vraiment radicalisé, puis ils en sont venus à commettre là, des crimes vraiment odieux. Puis c'est des crimes très très récents. Hein. Il y en a qui remontent à il y a quelques mois seulement. C'est vraiment dangereux. C'est un groupe qui semble être plus imprévisible que jamais. Puis de mon côté, faire des recherches là-dessus, ça a été, je pense, un des épisodes les plus difficiles. La même chose pour moi, j'ai trouvé ça très très dur. C'est au niveau psychologique. Oui. Ça fait mal à l'homme. Dans le sens parce que vous allez voir cette portion-là d'homme, elle est difficile à comprendre en fait. Puis, tu entends un peu le désespoir puis vers où ce que ça peut les mener, toute la haine envers les femmes, ça c'est vraiment difficile parce que ça contrevenait toujours contre mes valeurs. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à lire ou à écouter des reportages là-dessus ou des témoignages. Oui, carrément. Moi aussi, même expérience, ça a été très difficile parce que il y a un peu deux volets à ça. Tu sais, on comprend que des gens des hommes célibataires peuvent se regrouper sur Internet pour discuter de leurs problèmes amoureux, de leur vie amoureuse. On n'a pas tous pogné au secondaire. Non. On se rappelle, il y a certaines années que c'était difficile. Puis oui, on était désespérés et tout ça. Mais il y a tout un volet de ces gens-là qui vraiment se radicalisent, qui utilisent un langage qui leur est propre. Vous allez voir, on va faire le tour du jargon des incels, puis aussi des sous-catégories des incels. J'avais l'impression presque de faire une recherche sur des nazis, là, à quel point parfois ça devient extrême. Ben c'est un peu, je les catégorisais. Aujourd'hui, justement, je me disais ça, c'est la même chose que les nazis. C'est une radicalisation complète. D'avoir une haine envers certaines personnes de la société comme ça, moi, ça me bouleverse. Oui. Puis c'est vrai que c'est la même chose que les nazis. Là, tu peux pas
catégoriser, tu peux pas classifier les gens de la même manière qu'ils font. Vous allez voir, ça, c'est pas toujours évident à entendre. Mais là, on parle pas de torture, de choses comme ça, mais c'est vraiment juste dans le vocabulaire et dans les valeurs que ces gens-là prônent et transmettent que c'est difficile. Et vous allez voir, c'est allé très loin aussi. Il y a eu des tueries de masse, sont responsables de plus de 45 morts. En fait, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis aujourd'hui, on va tenter de bien peser nos mots aussi, parce que c'est pas tous les incels qui sont des meurtriers, soyons clairs. Non. C'est pas tous les incels qui sont aussi extrêmes que d'autres. Mais aujourd'hui, on va essayer de couvrir le spectre d'une manière le plus large possible. On va aussi évidemment parler du cas de Elliot Rogers. Qui est justement un meurtrier en série issu de cette communauté-là, et d'Alek Minassian, comme on en a parlé dans l'intro, qui lui, en 2018, a foncé dans sa vanne blanche au centre-ville de Toronto, puis a créé tout un carnage. Donc, c'est allé assez loin. Il y a eu aussi des événements qui sont arrivés en 2019 entourant cette communauté-là. Donc, on va faire un peu le tour, et vous allez voir, c'est quand même assez troublant, mais ça vaut la peine de s'informer puis d'en savoir un peu plus sur cette contre-culture-là. Oui, c'est important d'en parler. Encore une fois, je trouve que même si c'est des sujets durs, il faut les amener dans l'actualité. Même ça l'est quand même actuellement dans l'actualité. Là, on le sait, c'est quand même un sujet chaud. Mais on tenait à en parler pour vous, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui connaissent pas vraiment le phénomène en tant que tel. Pour passer encore une fois à travers un épisode comme ça, mon cher Émile, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Aujourd'hui, là, on boit l'Impérial Gros Tigre, j'adore le nom de cette bière-là, de la microbrasserie Les Grands Bois de Saint-Casimir au Québec. C'est une session IPA féline qu'ils décrivent, eux, à 4% d'alcool, donc on vire pas fou avec ça, là, on demeure très raisonnable, avec un doux arôme de blé. Et elle est très rafraîchissante, cette bière-là. Moi, j'ai bien aimé, et la canette aussi, là, le visuel est vraiment magnifique. Cette bière-là nous est offerte par Roxane, qui l'a fait via notre onglet Tournée de bière sur le distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez encourager le show, c'est là que ça se passe, et vous pouvez en même temps nous suggérer des idées de bière qu'on va boire. Oh oui. On voulait aussi faire un shout-out spécial à Marie-Pierre et Charles de la Boucabane qui nous ont envoyé une tournée de jerky. Oh oui, en plus, on aime ça, du jerky. Oui, on adore ça, on a hâte d'y goûter. On vous remercie énormément. Ils ont un site web si ça vous intéresse, laboucabane.com. Merci à vous, Marie-Pierre et Charles. Et évidemment, on a un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient cette fois-ci de Lolamb9. Et elle nous dit « Juste merci d'être comme vous êtes. Votre podcast nous a permis de nous évader pendant 6 mois de travail en ferme dans le fin fond de l'Australie. » Wow, c'est loin, hein? Ben oui, écoute, shout-out à vous. Merci de nous écouter des quatre coins du monde. Je pense qu'on a tout dit, mon cher. Là-dessus, Émile, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le monde des incels? Oui, monsieur. Allons-y. Le 23 avril 2018, au centre-ville de Toronto, au Canada, un jeune homme de 25 ans conduit une vanne blanche qu'il a louée auparavant dans la journée. Il est environ 13 heures. Nous sommes un lundi et la rue Yonge Street s'active de gens qui font des courses ou vont travailler. Ce quartier de Toronto est particulièrement bondé de gens un lundi de semaine en après-midi. Soudainement, Alec dirige sa vanne Chevrolet sur le trottoir et percute violemment une série de piétons qui s'y trouvent. Il roule pendant un bon moment sur le trottoir et à un certain moment, il reprend la route sur Park Home Avenue pour retourner une fois de plus sur le trottoir, toujours à pleine vitesse pour percuter encore d'autres piétons. Il n'est pas clair à ce moment si le conducteur est intentionnel ou s'il s'agit d'une perte de contrôle ou encore d'un accident. À 13h25, un piéton contacte les secours et des ambulances sont envoyées sur le champ ainsi que les autorités. Le constable Ken Lam, qui était assigné à la circulation ce jour-là, intercepte la vanne blanche avec son autopatrouille. Il s'arrête, sort de la voiture et pointe son arme en direction de la porte du conducteur. Le jeune homme sort de la vanne les mains dans les airs, tout en remettant souvent sa main dans sa poche arrière, en saisissant un objet noir foncé qu'il pointe vers l'agent Lam. Le jeune homme crie au policier « Tire-moi dans la tête ». Alors qu'il avance vers le suspect, Ken Lam remarque que l'objet en question n'est qu'un portefeuille noir et non une arme à feu. Il va donc remettre sa propre arme dans son étui et saisir son bâton pour arrêter le suspect formellement qui ne se débattra pas.
Là-dessus, je voulais quand même saluer le travail du policier parce qu'il aurait pu quand même conserver son arme. Oui. Et il a pas tiré. Puis souvent, on a tendance quand même à voir dans les médias souvent que la police elle peut être rapide sur le gun parce qu'ils ont peur dans des situations comme ça. Mais dans ce cas-ci, dès qu'il a remarqué que c'était pas une arme, il a pris son bâton. Moi, je trouve que c'est admirable comme geste. Exactement. Il a rangé le sien puis pour ne pas créer de conflit puis pas énerver le suspect. Exactement. Au risque de se manger un coup sur la gueule. Oui, absolument. Là, veut pas une arme, ça fait plus peur puis ça peut un peu plus te défendre qu'un bâton. Le centre-ville de Toronto est maintenant en état de siège. Il y a du sang à tous les coins de rue, ainsi que divers membres humains étalés un peu partout sur la rue. Les rues sont barrées, les piétons ne savent plus où donner de la tête tellement ils sont sous le choc. La vanne va avoir traversé une quinzaine de rues avant d'être stoppée. C'est très long quand on voit ça sur la carte. Oui, c'est fou. Là. D'autres témoins filment des vidéos avec leur téléphone. On ignore encore l'ampleur de la tragédie. Un témoin affirme que le conducteur regardait les piétons droit dans les yeux lorsqu'il les percutait. Mon Dieu. Il n'avait pas l'air du tout d'être dans une situation accidentelle ou encore il n'avait pas fait une crise d'épilepsie au volant. Oui, parce que souvent dans des cas comme ça arrive souvent quand il y a des types d'accidents de ce genre. On apprend que l'homme en question est un développeur logiciel âgé de 25 ans nommé Alec Minassian. Il s'identifie comme un incel. Les incels, c'est une contre-culture masculine radicale sur Internet qui regroupe des célibataires involontaires, incapables d'entretenir des relations amoureuses ou sexuelles avec les femmes. On apprendra que c'est en l'honneur de ce groupe qu'Alec prendra la route ce jour-là dans le but de faire le plus de victimes possible. Il fera au total 10 morts et 14 blessés. Mais comment un jeune homme intelligent comme lui a pu se radicaliser autant jusqu'à en devenir un meurtrier? Ça, vous allez voir, on va faire le tour de tout ça. C'est un événement quand même assez récent. Généralement, à Distorsion, on attend un peu quelques temps avant de traiter d'un événement, mais celui-là, étant donné qu'il s'inscrit vraiment dans une lignée de crimes commis par ce groupe-là, on croyait que c'était important d'en parler. Vous allez voir, on va y revenir un peu plus tard. Mais tu te rappelles, toi, quand c'était arrivé, Seb, c'était incroyable pour nous au Canada. On n'est pas habitué d'avoir des tragédies comme ça. Non, on a très peu de tueries de masse et je m'en souviens presque comme si c'était hier. Hein, ça fait pas si longtemps que ça. Et on dirait que quand tu regardes ça, tu trouves ça inimaginable que des gens puissent foncer sur d'autres personnes pour les tuer volontairement. Et moi, ça me dépassait. Puis avant qu'il soit identifié comme un incel, ça n'a pas été tout de suite. Là, les gens ils se questionnaient parce qu'au départ, on croyait que c'était un acte terroriste, en fait. Et finalement, je pense que c'est quand même considéré comme un acte terroriste, mais peut-être pas au sens que nous, on le voit souvent qu'il peut être lié à la religion. Oui. Nous devons reculer de quelques décennies afin de faire l'historique des incels jusqu'en 1997. Alana, une étudiante à la maîtrise en statistique à l'Université d'Ottawa, travaillait dans un petit bureau que l'université lui prêtait pour réaliser ses devoirs de maths. Un soir où elle s'affairait à ses devoirs, un homme passe par son bureau, cogne à sa porte et lui dit sans même se présenter « J'ai 27 ans et je n'ai eu aucune date. » Un rendez-vous galant. Tout d'abord, Alana est un peu secouée de cette rencontre, mais elle décide de discuter un peu plus avec lui pour tenter de comprendre ce qui lui vaut cette interruption. Ils vont discuter toute la soirée. L'étudiant lui explique à quel point il se sent seul, à quel point les femmes ne veulent rien savoir de lui, et que tout ça le déprime. Alana sentait qu'il avait besoin de se confier, et cette soirée-là, c'est elle qui lui a prêté l'oreille dont il avait besoin. Cette discussion a germé dans la tête d'Alana, et elle a réalisé une chose elle aussi. À presque le même âge, elle non plus n'a jamais vraiment eu de rendez-vous ou de date. Elle aussi n'a jamais été vraiment en relation. Alors, dans la vingtaine, Alana se cherche aussi un peu. Elle croit être homosexuelle, ou du moins queer, mais elle n'a jamais fait de coming out et n'a jamais été dans une relation homosexuelle non plus. Dans son cas à elle, surtout en 1997, l'homosexualité n'était pas encore autant acceptée qu'aujourd'hui. Il y avait très peu d'endroits sur le web pour discuter du sujet. Il y avait même très peu de web. Oui, exact. En 97, c'est vrai, hein, c'était dans le temps d'Alta Vista puis tout ça, c'était une autre époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux ou d'applications pour discuter avec des gens qui vivent les mêmes situations que soi. Il y avait quand même quelques blogs et surtout des chaînes de courriels.
Oui, les chaînes de courriel, c'était un peu là que ça se passait. Là. Quand tu étais intégré dans une bonne chaîne, ça remplaçait un peu les fils de blog d'aujourd'hui. Oui, oui, exact. Ou même les groupes de discussion d'une certaine manière. Là. Même les gens discutaient via des... il y avait certains groupes là, dans les newsgroups qui s'appelaient, puis il y avait des échanges, puis ça fonctionnait un peu par courriel. Alana va décider de créer son propre site web afin de détailler ses états d'âme amoureux et d'ouvrir une discussion avec d'autres gens qui ont de la difficulté à avoir des relations sexuelles et amoureuses. Elle cherche d'ailleurs un thème pour ce type de gens, car c'est vrai, il n'existe pas vraiment de mots précis pour les décrire. Il y a le mot célibataire qui vient à l'esprit, mais ces gens-là ne souhaitent pas l'être, donc ça complique les choses. Elle va donc choisir le mot involontaire pour compléter l'expression. Célibataire involontaire ou encore involuntarily celibate en anglais. Lorsqu'on le diminue à sa plus simple forme, on a l'acronyme INVCEL avec un V qui disparaîtra plus tard pour devenir simplement incel ou incel. Donc, c'est de là que ça vient, ce fameux terme-là, c'est involuntarily celibate. Puis, c'est ça, à la base, il y avait un V, là, du moins, dans le projet de Alana. Oui, puis moi, ça m'a quand même surpris que c'est une femme qui a démarré ça dans le sens que... Oui, ça, c'est ce qui est le plus surprenant. Ben oui, puis c'est des hommes qui ont complètement repris le message puis l'ont transformé. Elle est encore vivante, cette dame-là. Là. Elle doit, ça doit un peu la traumatiser, je suis convaincu. Oh oui, on va y revenir plus tard. Alana lance donc son blog intitulé « Alana's Involuntary Celibacy Project ». Elle va aussi mettre en place une liste d'envois où les gens peuvent s'abonner et recevoir les plus récents billets et les plus récentes mises à jour. Elle va connaître beaucoup de succès et une très grande communauté va s'y rassembler régulièrement. Certains vont y écrire de la poésie, d'autres vont composer des chansons et d'autres vont simplement se confier sur leur état d'esprit. Bien que le moral est souvent plutôt bas sur le blog, Alana a quand même l'impression d'aider cette communauté à extérioriser leurs émotions en leur offrant un lieu de partage et en les conseillant beaucoup elle-même. Elle va passer beaucoup de temps à simplement discuter avec d'autres abonnés pendant de longues heures. Donc c'est là qu'on voit qu'à la base, les idées derrière ce blog-là et derrière ce mot-là étaient plutôt nobles. Ben oui, absolument. Avoir une communauté d'entraide pour des gens qui se sentent seuls, il y a rien de mieux que ça, là. Puis oui, puis c'est vrai à quelque part que c'est important de se confier. Puis à cette époque-là, il y avait même pas MySpace, là, parce que MySpace va arriver un petit peu plus tard. Ça va devenir d'ailleurs un endroit clé pour les incels. Il y avait pas Facebook non plus pour trouver des gens en ligne qui nous ressemblent. Il y avait MIRC, mais c'était quand même un peu plus marginal. Puis c'est pas évident tout le temps de trouver un groupe précis de gens. Donc le blog d'Alana, ou en plus avec sa mailing list, contribuait justement à créer une discussion entre ces célibataires involontaires-là. Avec le temps, Alana tombe amoureuse et rencontre quelqu'un, une autre femme, et sa relation est de plus en plus épanouissante. Elle va peu à peu se distancer de son blog vers le début des années 2000 environ. Elle était loin de se douter que son blog, créé à la base pour permettre à des gens souffrant de solitude de se rassembler, allait devenir une des sous-cultures les plus extrêmes d'Internet. Au fil du temps, Internet se développe et MySpace apparaît. Les blogs commencent à se multiplier aussi via des plateformes comme Blogger, qui a été lancé en 1999. Les 100 abonnés de l'époque d'Alana se sont multipliés et ils se regroupent un peu partout sur Internet en utilisant le terme incel. Plusieurs d'entre eux vont lancer leurs propres blogs plus radicaux et vont devenir des genres d'influenceurs au sein de la communauté. Alors qu'au départ, les incels ne devaient pas blâmer les autres pour leur malheur, ils devaient travailler sur eux-mêmes. Il en est tout autre maintenant, comme on peut voir avec les événements d'actualité. Ces différents groupes et individus vont être regroupés dans un genre de mot fédérateur, la manosphère. Nous allons parler un peu plus tard de tous les sous-groupes que cette manosphère comprend. Mais oui, c'était l'époque de l'avènement des blogs. Oui, puis c'était une belle époque, je trouve. Moi, je l'ai vécu aussi, puis j'aimais ça. Il y avait une effervescence, en fait, qu'on pouvait avoir des outils accessibles aux gens pour publier toutes sortes de contenus, des états d'âme, des passions. C'est allé loin, puis ça, d'une certaine manière, ça l'a... époque pré-réseaux sociaux, ça a un peu démocratisé le contenu en ligne, je trouve. Et les blogs aussi servaient de communauté. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais on commentait beaucoup sous les blogs. Oui, exact. Et on était connectés souvent sous un profil, avec ou sans notre vraie identité, mais il y avait énormément de discussions qui se passaient sous les blogs. Facebook a un petit peu tué ce momentum-là, mais quand même, c'était là que ça se passait.
Oui, puis ça a un peu démocratisé l'individu en tant que média. Oui, exact. Maintenant, tout le monde est devenu un média. Hein, oui. On le sait avec Facebook, Instagram, tout ça. Mais à l'époque, c'était pas si facile que ça. Puis les blogs ont vraiment amené ce concept de citoyen, citoyen vigilant ou même justement l'individu en tant que média. Des sous-catégories d'incels vont maintenant se définir et plusieurs sous-communautés vont émerger et s'organiser sur le web. Et là, on va faire un peu le tour de tout ça. Il y a évidemment les incels de base, donc les célibataires involontaires. Donc, eux, ils n'ont pas choisi d'être célibataires. Oui, c'est ça. Ils aimeraient être en couple ou du moins avoir des relations sexuelles avec des femmes. Il y a aussi les volcels qui, eux, c'est des volontaires. Donc, eux, c'est des gens qui choisissent de vivre sans les femmes. Donc, ils ont un mépris profond envers les femmes, puis c'est des célibataires volontaires carrément. Puis précise-moi, est-ce qu'ils sont ouverts à avoir des relations sexuelles avec une femme ou même cet aspect-là est complètement éclipsé? Je pense que cet aspect-là est éclipsé. Complètement, OK. Mais faudrait fouiller sur les volcels un petit peu plus. Mais tu vas voir, en fait, le concept est très flexible, c'est-à-dire que tu peux ajouter cell à n'importe quoi. Ouais, et là-dessus, on a les gym cells, ceux qui vont canaliser leur énergie négative dans le gym. Mm-hmm. Donc, des incels qui vont aller au gym beaucoup, qui, on sait, pour être un mâle alpha, faut avoir un corps bâti et musclé. Donc, eux vont tenter d'atteindre ce but-là en allant au gym. Mais il y a aussi les mental cells, qui, eux, c'est les incels qui souffrent de maladies mentales. Oh. Donc, des gens qui ne peuvent pas, justement, rencontrer de femmes ou d'avoir des relations sexuelles en raison de ces maladies mentales-là. Là. Il y a aussi les rice, et là pardonnez-moi, c'est un peu raciste, mais on n'a pas le choix d'en parler. Il y a les rice cells, donc eux c'est les asiatiques, et les curry cells, qui eux sont les indiens. Et vous allez voir, il y a quand même il y a un concept de race aussi là dans la manosphère. Okay. On va y revenir plus tard. On frôle le racisme, puis parfois on fait pas juste le frôler là, dans leur idéologie. Là, pardonnez-moi. Il y a aussi les fake cells. Donc ceux, c'est des incels qui ne le sont pas vraiment. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils recherchent au juste. C'est drôle, c'est des gens qui sont pas incels, mais qui aiment la communauté, donc ils se fondent là-dedans, ou je sais pas s'ils vont par divertissement. Ouais, peut-être. Hein. C'est drôle, c'est une drôle de catégorie. Et il y a aussi quelqu'un qui, lui, on l'appelle le Black Ops 2 Cell, qui est un peu la mascotte des incels. Il est un peu sacré au nom de saint. En fait, c'est un homme qui a pris une photo de lui à un moment donné sur 4chan dans la section incel. Puis c'est un peu celui qui définit l'archétype de l'incel. Ouais. Et on l'appelle Black Ops 2 parce qu'il y a un t-shirt de Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est vraiment mais tu sais, la difficulté à la décrire, là, c'est un jeune homme mince, les cheveux un petit peu frisés, il a l'air un peu geek, je sais pas quoi dire d'autre, mais tu sais, il ressemble comme un des mortels. Là, oui, exactement. Un passionné de jeux vidéo, mais lui, c'est un peu l'archétype du je sais pas comment dire, du célibataire involontaire. C'est comme si ils avaient tous l'air de ça, mais je suis sûr que c'est pas le cas. Non, vraiment pas. Donc, il y en a plusieurs d'autres catégories d'incel. On pourrait être des podcast cells, Seb, si on était dans des pod cells. Oui, des pod cells. Si on était dans cette communauté-là. Nous, on ne croit qu'au podcast. Exactement. Et en fait, chacun s'identifie selon la raison pour laquelle il n'a pas de relation amoureuse ou sexuelle avec des femmes. Encore une fois, à la base, tous ces regroupements n'ont pas d'agenda malicieux, là. Et ils n'en ont toujours pas aujourd'hui. Mais ce sont certains petits groupes et certains individus à l'intérieur là, de ces sous-groupes-là qui vont tranquillement se radicaliser et tenir là, des propos extrêmes et même des comportements inquiétants envers les femmes. Depuis le début des années 2010, les réseaux sociaux tels que Reddit et YouTube deviennent des endroits centraux pour ces regroupements. Et le mouvement va monter drastiquement en popularité. Et là, on le sait, dès qu'il y a un public et une demande, il y a des gens qui tentent immédiatement d'en profiter. Et les premiers qui vont tenter là, de profiter des incels, des célibataires involontaires, ce sera les pick-up artists qui, eux, vont émerger là, au début des années 2000 pour tenter d'expliquer aux célibataires involontaires comment attirer les femmes. Parce que eux, évidemment, ils ont la solution, ils ont le secret de la recette de la science. Oui, c'est ça. Et certains pick-up artists, là, on va les appeler les PUA, auront des techniques vraiment extrêmes en utilisant la violence et la manipulation.
Et là, Seb, je te laisse le soin de nous expliquer qui sont les pick-up artists. Bien que le terme soit populaire depuis les années 2000, l'art et la science, entre guillemets, de la séduction existent depuis longtemps. Un des premiers pick-up artists à avoir marqué l'imaginaire est Eric Weber, qui a écrit How to Pick Up Girls dans les années 70. C'est de là que vient le terme, d'ailleurs, le pick-up artist. C'est lui, dans le fond, là. C'est lui qui a créé ça, là. Essentiellement, il s'agit d'un livre sur comment séduire les femmes, datant bien sûr de cette époque-là. Vers la fin des années 80, les techniques vont se diversifier, notamment avec la montée de la PNL. Je ne sais pas si vous savez, c'est la programmation neurolinguistique. C'est beaucoup utilisé en psychologie, même en général, oui, lors des traitements. Le professeur Ross Jeffries et ses élèves vont développer des techniques basées sur le non-verbal afin de créer la speed seduction. Il va d'ailleurs publier aussi un livre intitulé How to Get the Women You Desire into Bed. Ouais, mais je suis convaincu que ça devait tellement vendre, ces livres-là. Hein? Oui, ça devait vendre auprès des gars qui pognent pas, mais mon Dieu que je serais curieux de lire ça aujourd'hui. Oui, moi aussi, hein, à notre époque, là, il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent même plus être publiables. How to Get the Woman You Desire into Bed. Déjà, c'est un titre audacieux pour l'époque. Oui, quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, je me demande si un éditeur accepterait quasiment de publier ça. Oui, pas n'importe quel. Non, exact. Plusieurs autres coachs de la séduction vont émerger au fil du temps. Notons le controversé Rouge V, auteur de plus de 14 ouvrages sur comment séduire des filles, qui a mis en place son forum et qui est devenu extrêmement populaire. Oui, dans les années plus modernes, ouais, Rouge V est un genre de gourou là, de... Je veux pas dire séduction parce que c'est plus de la séduction rendu là. Non. C'est vraiment on va y venir là, mais c'est de l'espèce de technique de manipulation de femmes là. C'est de la chasse, on dirait. Oui, si on veut réduire le terme là. Puis vous rappelez Alexandre Caz, lui c'était un membre du forum de Rouge V. Julien Blanc, un Suisse qui a encouragé de poser des gestes disgracieux auprès des femmes, même d'encourager l'abus et la violence. Il est d'ailleurs banni de l'Australie, du Royaume-Uni et de Singapour. Il devait donner un séminaire à Montréal il y a quelques années et heureusement, il a été arrêté en raison des protestations. Ouais, lui, ce Julien Blanc, c'est un grand douchebag, là, si on veut. Là. C'est assez intense les techniques qu'il montrait dans ses séminaires. C'est pas pour rien qu'il est banni de certains pays. À certains moments, vraiment là. Il pouvait aller, moi je me rappelle d'une vidéo qui avait fait scandale où il était à Tokyo, puis il faisait juste gueuler dans la rue là, des mots japonais, là, Tamagotchi ou des choses comme ça, puis il attrapait vraiment les filles par la tête, puis les embrassait et les frenchait de force, là, tu sais. Puis les filles étaient un peu mal à l'aise, il y en a qui riaient nerveusement, mais lui il prenait ça presque pour du consentement. Ouais, c'est douche, hein, comme tu dis. Leurs méthodes sont spéciales pour le moins dire. Ils analysent vraiment le comportement féminin comme si c'était une science à 2 piastres. Ils conçoivent les femmes comme des commodités superficielles et les hommes peuvent user de leur faiblesse afin de les séduire et les amener dans leur lit. Il n'y a pas de but romantique ici. Le but est strictement sexuel. Et ça se mesure en nombre d'heures entre la rencontre et l'acte sexuel. Ouais, ils vont calculer, mettons, là, avec cette technique-là, ça devrait être 4 heures, là, tu sais. Ou au-delà de 6 heures, ou au-delà d'un tel nombre d'heures, faut que t'arrêtes, faut que tu penses à autre chose. Mon Dieu. C'est tout, on dirait qu'ils ont amené un système statistique. Oui, c'est des métriques. Oui, ça tient pas compte du tout s'il y a un match entre les deux personnes, ça tient pas compte des sentiments réciproques. Là, on est loin de là. C'est vraiment de la, comment dire, comme tu dis, de la chasse. Ah oui, vraiment. Il ne s'évalue que sur la réussite d'avoir une relation sexuelle. Oui, exact. Puis après, le but, c'est d'en avoir une deuxième. Oui, exact. Les femmes sont toutes notées de 1 à 10. Et évidemment, il faut toujours miser vers le top de la liste. Certaines villes dans le monde ont des hauts pourcentages de 6. Alors que d'autres comme Montréal ont des hauts taux de 8. Oui, ça c'est selon une des vidéos de Rouge V que j'avais vu justement. Il était venu à Montréal, puis lui il disait que Montréal était une grosse ville de 8, puis que c'était facile de trouver des 8 là, même dans les bars les plus crasses de la ville. Mon Dieu. On est vraiment dans le jugement corporel et dans la manipulation ici. Pour avoir une 8 dans ton lit, tu peux mentir tant que tu veux, et surtout ne pas lui dire que t'es un pick-up artiste ou un incel. Non, évidemment. La séduction est un jeu selon eux, une game mentale qu'il faut maîtriser afin d'embobiner des filles et de les amener dans nos lits.
C'est drôle parce qu'on dirait qu'on voit jamais de femmes qui font ça. T'sais. C'est vrai, hein? De femmes qui donnent parce que eux, ces pick-up artists-là, ils donnent des séminaires, hein, ils écrivent des livres, ils font des conférences, ils font des meet-up dans des bars, ils font même des sessions live là, où ils sortent dans la rue, ils vont faire un peu comme un vlog, et puis live, ils vont tenter d'attraper des filles, là, puis vous allez voir, c'est pas du tout gracieux, mais on voit pas de filles faire ça. On dirait qu'il y a juste les gars qui sont assez cons pour faire... pour analyser la séduction comme si c'était un match de hockey. Mais c'est ça, ils voient pas les hommes et les femmes à la base voient pas nécessairement les relations de la même manière, mais ça c'est extrême, tu sais, puis c'est puis c'est vrai qu'on voit pas de femmes faire ça. C'est vraiment un comportement, pas une généralité, mais c'est typiquement masculin dans cette approche-là. Il y a d'autres techniques qui ont été employées. Émile nous parlait un peu tout à l'heure, on allait vous parler du lexique. Là. Il y a une autre partie du lexique que les pick-up artists utilisent justement. Là, vous allez voir, faut garder l'esprit ouvert. Il y a le negging. Le negging, c'est complimenter une fille tout en remettant en doute son authenticité ou en l'insultant légèrement pour la rendre plus vulnérable à la séduction. Exemple, t'es vraiment belle pour une rousse. Oui, un genre de compliment avec une petite insulte cachée, là, tu sais. Oui. Comme ça, la fille va être un petit peu mélangée, puis elle va presque t'ouvrir une porte là, avec cette technique-là. Là. C'est en tout cas le posing. C'est complimenter une fille dans le but d'avoir une relation sexuelle avec elle. C'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que negging, en fait, c'est un genre de compliment avec une petite insulte. Ouais. Le posing, je sais même pas si je le prononce comme du monde, là, c'est P-O-Z-Z-I-N-G selon le lexique. Podding, je sais pas trop. Puis, mais ça, c'est de over-complimenter. Là. C'est de noyer le poisson dans les compliments. Oui. Aussi, il y a mémoriser une liste de brise-glace. Oui, ça, ils font tout ça, là, tu sais, des pick-up lines. Oui. Ils vont les mémoriser puis ils vont les essayer une après l'autre. Là, habitez-vous encore chez vos parents? Oui. Faudrait que tu mettes à jour les tiennes. Oui, c'est ça. Je suis encore dans mes vieilles années. Il y a le going caveman, donc l'homme des cavernes ou être un homme des cavernes. La technique, en fait, de l'homme des cavernes, c'est diminuer la conversation pour transitionner vers une approche plus physique. Oui, donc dans leur processus de séduction, mettons que t'es à la chasse, là, t'es rouge vie, puis t'es dans un bar, t'as max, je sais pas moi, 2 heures là, pour t'attraper une 8. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faut que tu cesses, faut que t'arrêtes de parler. Là. Puis tu sais, faut que tu commences tranquillement à devenir physique. Donc plus tu vas la toucher, tu vas la gripper à des endroits peut-être qu'elle aimera pas trop pour tenter de voir si ça marche. Puis tu sais, si ça marche pas, ben tu passes à une autre. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a la méthode mystère. Ça consiste à engager la conversation avec un groupe d'étrangers et parler à tout le monde, sauf à la fille qui nous intéresse, jusqu'à ce que l'attraction soit établie. Oui, parce que c'est comme si on jouait un peu sur encore une fois, sur une faiblesse. Oui. Les femmes recherchent l'attention, hein, on le sait, c'est ce qu'ils veulent. Oui, exact. Et là, je dis prenez tout ce que je dis avec du sarcasme. C'est de l'ironie, là, oui. Oui, blastez-nous pas sur YouTube. Puis, donc, vraiment, les femmes recherchent l'attention. Donc, on part avec cette prémisse-là. Et là, quand tu arrives devant un groupe d'étrangers où il y a une fille qui t'intéresse, ben, tu parles à tout le monde, sauf à elle. Puis elle, ben, tranquillement, elle va se sentir mise à part. Donc, quand il va avoir un eye contact ou quelque chose comme ça, mais là, c'est à ce moment-là que tu peux engager la conversation avec elle, puis elle devrait être plus vulnérable. Ben oui, parce que là, elle va vouloir l'attention de toi que tu as évité au départ. Exactement. Et ensuite, il y a le pawning, qui est la technique d'utiliser une fille plus moche que soi comme faire valoir. Par la suite, on peut l'échanger contre une autre plus belle. Exactement. Donc, c'est la technique du faire valoir. Donc, pawning comme un pawn shop, dans le fond. Donc, on l'utilise un bout de temps. Puis, à la fin de la soirée, quand on a eu quelqu'un d'autre, ben, on ne l'utilise plus. Incroyable, hein? Il y a plein d'autres techniques comme celle-là qui existent. Évidemment, les incels sont un bon public pour les pick-up artists puisqu'ils peuvent les aider à se sortir de leur célibat involontaire. Ils n'hésiteront pas à assister à des séminaires sur le sujet et aussi à acheter des nombreux livres de ces pick-up artists-là. Parce que ça doit être une grosse business, hein? On n'a pas de chiffres en main, mais je suis convaincu que c'est une business de plusieurs millions de dollars.
Oui, c'est de moins en moins accepté. Oui, donc, oui, ça t'as raison. On va voir de plus en plus, tu sais, YouTube va faire des strikes comme contre ces channels-là. Je suis certain qu'il y a des libraires qui veulent rien savoir des livres de Julien Blanc ou de Rouge Vie ou de ces gens-là. Mais à quelque part, c'est toujours possible de s'en procurer, tu sais. Donc, oui, ça doit vendre à un certain point. Je pense que c'est peut-être plus ce que c'était à une certaine époque parce que là, le voile a été levé, là, puis il y a eu des formes de protestation en ligne contre ces gens-là. Mais oui, ils remplissent quand même encore des salles. Même des gens comme Julien Blanc sont employés par des entreprises. Il y a des entreprises en fait qui sont nées de cette clientèle-là. Donc il y a des groupes qui vont créer, je me rappelle plus du nom exactement là, mais ils vont employer des pick-up artists puis ils vont se monter une genre de banque de formateurs pour organiser des rencontres et tout ça. Puis évidemment, eux ils appelleront jamais ça pick-up artist. Tu sais, c'est la science de la sociologie, même séduction se retrouvera pas dans leur mots là, tu sais. Puis il y en a même à Montréal là, des pick-up artists, là. Il y en a quelques-uns. Oui. Puis je pense que tu sais encore une fois, il faut pas mélanger, je pense, coach en séduction c'est pas pareil, et pick-up artist, tu sais, parce qu'il y a quand même des gens qui sont bien intentionnés, qui peuvent donner des trucs à des gens plus antisociaux, à s'extérioriser, puis à aller plus vers l'autre et tout ça, puis à apprendre d'une certaine forme les bases de la séduction. On se rappelle au Québec, on avait Marc Boilard, me semble, pendant un bout de temps. Puis je le décrirais pas comme un pick-up artist, même si parfois, des fois, certaines méthodes sont peut-être un petit peu contestables, mais ces gens-là, les pick-up artistes sont vraiment plus extrêmes. Là. Il y a une idéologie derrière. Justement, on considère la femme comme une commodité. C'est vraiment, elle sert presque uniquement à amener des relations sexuelles à l'homme. Puis le but, c'est d'y aller vers la quantité. Oui, exact. Je sais pas si vous vous souvenez du film Hitch avec Will Smith. Oui. Puis ça, c'était un coach de séduction. Lui, son objectif, c'était d'aider l'autre à se dégainer, aller voir les filles. Parce que c'est vrai qu'il faut faire ça si tu veux avoir une blonde, tu sais. Puis même Tom Cruise dans Magnolia était aussi une forme de coach de séduction ou de pick-up artist. Oui. Puis c'est ce qui a amené un peu le phénomène à un plus grand public. C'est des films comme ça, tu sais. Oui, exact. Puis ça, quand c'est amené comme ça, on dirait que je trouve le but noble. Tu sais, de dégainer des gars, un petit peu leur montrer les bonnes techniques, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir nécessairement des social skills vraiment pour aller aborder une fille. Puis c'est pas évident pour un gars d'aller aborder une fille déjà à la base. Donc moi, j'ai toujours trouvé ça noble, mais encore là, les pick-up artists ont récupéré ça puis ils ont viré ça sous un autre angle. Oui. Avant de tomber dans les sous-cultures, parce qu'il y en a d'autres, là, revenons aussi un peu dans l'idéologie des incels, parce que c'est important d'en faire le tour. De nos jours, beaucoup plus tard, après qu'Alana ait créé son blog, la ligne de pensée a beaucoup changé. Les femmes ne sont généralement plus admises sur les groupes et forums incel, parce que oui, c'est possible à une femme d'être célibataire involontaire, là. C'est pas juste les hommes. Il y a pas juste des hommes qui ont de la misère à être en couple, là. Non, exactement. Puis c'est une femme qui a fondé le mouvement. Puis au début, il y en avait quelques-unes, mais là, ce regroupement-là est devenu, c'est très masculinisé au point de même refuser les femmes. Même que ceux-ci ne les respectent plus trop. Ils croient en fait que biologiquement, les femmes sont attirées que par l'attrait physique des hommes, ou soit par leur statut social, entre autres leur fortune ou leur prestance. Ils croient en la règle du 80-20, comme quoi 80% des femmes datent ou vont courtiser 20% des hommes. Donc, les plus beaux, les plus riches, ceux qui sont vraiment des hommes alpha. Moi, ça m'a traumatisé, cette statistique-là, qui est une fausse statistique, on s'entend, là. 80% des femmes sont pas en relation avec 20% des hommes. Là. Premièrement, on aurait un déséquilibre démographique là, au bout du compte, mais ça fait pas de sens, tu sais, ça. C'est d'appliquer la loi un peu générale là, du 80-20 puis de l'appliquer à leur frustration. Oui, ou de l'appliquer au type de femmes que eux détestent, tu sais, à leur cible, à eux, là. Ils croient que les hommes ont un droit acquis au sexe et que les femmes sont une forme de commodité. Incroyable. Pour les conquérir, on peut les manipuler, leur mentir, les catfisher, parce que oui, c'est une technique qui est employée beaucoup par eux, et aller même jusqu'au viol, comme ont commenté certains incels sur les forums.
Par contre, la plupart des incels ne sont pas tous dans la manipulation et la violence. La plupart, la majorité, tiennent surtout des discours de découragement face à leur sort, ils vont s'apitoyer sur eux-mêmes, ou encore ils vont exprimer leur frustration vis-à-vis des femmes. Je reviens au viol, là. Même Rougeville, là, si je me trompe pas, lui, il voulait que les villes autorisent le viol dans les maisons privées. En fait, qu'il légalise le viol dans les maisons privées. Okay. C'était fou, hein, ça, comme vision des choses. Pour lui, c'était comme normal. Si c'était dans une maison, il n'y avait pas de problème. Il n'y a plus de consentement. Non, le consentement n'existe plus si c'est chez toi. Ah non, c'est troublant. Il croit à une certaine forme de sélection naturelle à la Darwin, comme quoi les incels ne font pas partie de l'équation de la reproduction humaine. Donc ça va loin, là. Il y a vraiment une base idéologique, là. Ils sont exclus par les règles de la nature en raison de situations qu'ils ne contrôlent pas, comme leur apparence physique, leur santé mentale et physique, leur nationalité ou encore la taille de leur sexe. Ils sont donc condamnés à être seuls pour toujours. Ils sont très fatalistes, là, ces gens-là. Oui, vraiment. Et en fait, ceux qui sont les plus fatalistes sont décrits comme ceux qui ont consommé là, ce qu'on appelle la pilule noire, car les incels reprennent le concept de pilule illustré dans le film La Matrice. D'ailleurs, c'est drôle parce que la plupart des groupes radicaux ou encore là, les adeptes des théories du complot utilisent cette métaphore là, de la matrice, hein, la pilule bleue, pilule rouge. On va vous expliquer un peu ce que ça veut dire, mais c'est du jargon qu'on a entendu lors de d'autres recherches pour d'autres podcasts. Évidemment, la pilule bleue, bon, on se rappelle dans la matrice quand il se fait offrir les deux pilules. La pilule bleue, c'est celle qui te permet là, de rester dans ta vie d'illusion. Là, tu vis dans un monde d'illusion. En fait, tout est beau, tout se passe comme prévu, et puis la vie mène son chemin, et puis il y a personne qui tire les ficelles derrière. Là. C'est ce que ceux qui ont pris la pilule bleue dans le monde des incels vont être considérés comme les gens normaux. Les gens normaux, oui, c'est ça, les gens qui n'ont pas compris. Exactement. La pilule rouge, elle, ou les gens, on va les appeler les red pillars, ceux qui prennent la pilule rouge, c'est choisir d'accepter la vérité. Donc, le monde, en fait, là, n'est pas comme on le croit. Les femmes dominent, en fait, les hommes grâce à leur vertu et à leur pouvoir sexuel, mais aussi en raison de la montée du féminisme. Donc, eux sont très agacés là, par la montée du féminisme depuis les années 60-70, et il y a un nouveau féminisme là, depuis les années 2000-2010, et sont très agacés par cette montée-là. Oui, j'ai entendu des pilules rouges dire nous, on trouve que les femmes ont acquis déjà assez jusqu'aux années jusqu'au droit de vote, mais qu'après ça, le féminisme acquis était de trop. J'avais entendu ça, moi, ça m'a jeté à terre. Comme si les femmes avaient déjà acquis l'égalité, puis que maintenant, elles sont au-delà des hommes par les droits supplémentaires qu'on leur donne. Puis pourtant, elles se battent encore pour tellement de droits qu'elles n'ont pas. Ah, c'est tout à fait... C'est incroyable comme idéologie. Hein, oui. Dans le monde des conspirationnistes, là, la red pill, la pilule rouge, c'est vraiment celle qui va te permettre de voir que, OK, le monde est contrôlé par les Illuminati. Il y a vraiment une élite mondiale qui contrôle les gens, peut-être même des reptiliens mêlés à ça. Donc, c'est un peu ça. Au niveau conspirationniste, là, la pilule rouge, c'est un peu cette vision-là. Une vision très... je veux pas dire fataliste, mais c'est une vision inquiétante, un peu paranoïaque là, de la vie. Oui, exact. Et finalement, la pilule noire, les Black Pillars, c'est ceux qui prennent cette pilule-là considèrent qu'il n'y a aucun espoir pour les hommes célibataires. Donc, comme on le disait tout à l'heure, un peu à la Darwin, ils sont condamnés à être seuls pour le restant de leur vie. Ceux qui commettent des tueries de masse là, en l'honneur des incels sont souvent considérés comme des Black Pillars. Par exemple, Marc Lépine, responsable de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal, là, près de chez nous, est souvent considéré un peu comme un héros des Black Pillars, même s'il n'a jamais lui-même là, connu les communautés d'incels. Ça n'existait pas. Hein. Non, c'est ça. Il est un peu vu comme un genre de héros Black Pillars là, dans la communauté incel, parce que lui, on se rappelle, c'est un peu pour ça aussi que Marc Lépine, c'est à cause d'une frustration envers les femmes qui avaient fait la tuerie de la Polytechnique ce jour-là. Là. Donc ça remonte pas le problème remonte pas aux années 2000. Non. L'Internet l'a simplement amplifié, mais il existait déjà, là, puis le discours était identique. Puis amplifié pas à peu près. Oui, exact. En plus de ça, les incels ont leur système de codification des gens. Et là, écoutez bien ça. Là.
Est-ce que tu étais au courant de tout ça, toi, Seb? Avant de faire la recherche, absolument pas. Okay. Je savais un petit peu pour les pills, mais, mais au niveau de la codification des gens, pas du tout. OK, écoutez bien ça. Tout d'abord, on a Stacy. Stacy, c'est un peu la fille typique superficielle. Elle est généralement belle, elle a un corps parfait, les cheveux longs, souvent c'est une blonde. Elle a du sexe avec plusieurs hommes, mais elle n'est pas très intelligente. C'est un peu les filles dont les incels se moquent, mais en même temps, ils aimeraient bien, eux, coucher avec elle. Oui. C'est un peu l'idéal physique d'un incel, puis c'est un peu elle qui est la cause de leur frustration. Parce que Stacy, elle veut juste coucher avec Chad. Et Chad, justement, qui est un autre terme utilisé par les incels, c'est l'équivalent masculin de Stacy. Donc lui, Chad, c'est un homme alpha bien bâti là, qui va au gym, qui est très bruyant en public. Là. C'est quelqu'un de loud là, qui s'exprime avec conviction. Et lui, il va se mettre en scène souvent pour afin d'attirer l'attention. Là. Et lui, ben, il réussit à avoir du sexe avec Stacy. Donc c'est pour ça que les incels sont aussi énormément frustrés contre Chad. Oui. Donc il représente un peu, je sais pas, le frat boy universitaire, le jeune l'équipe sportif, de football. Oui, le footballeur universitaire, tout ça. Stacy, c'est un peu la cheerleader. Oui, c'est ça. Et les incels, c'est souvent leur cible, Stacy et Chad. Mais c'est pas tout. Il y a aussi Tyrone. Tyrone, lui, c'est l'équivalent noir des Chad. Donc c'est un bel homme noir, bien musclé, physiquement avantagé. Et par contre, puisque le monde des incels là, n'est pas égalitaire et que Tyrone est noir, ben il risque de perdre au jeu contre un Chad, car les Blancs sont génétiquement avantagés au niveau de la sélection naturelle. N'importe quoi. Donc souvent, dans ce que j'ai lu du moins dans des forums d'incels, puis là ça devient assez troublant, ben Tyrone, lui, c'est souvent celui avec qui Stacy va tromper Chad. Tu sais, Stacy va tromper son mari ou son chum avec Tyrone, avec le beau noir, mais par la suite, elle va revenir avec Chad parce que il est blanc. Exactement, c'est ça, parce que lui il est génétiquement avantagé selon eux. Donc c'est pour ça que parfois, quand je les comparais aux nazis, c'est là justement dans ces archétypes de personnages-là qu'on retrouve un peu cette philosophie là, d'avantage génétique. Ben oui, même eux, ils se disqualifient génétiquement en disant que justement c'est une sous-race de l'être humain, c'est les incels. Donc c'est quand même assez particulier. Ben oui. Et finalement, bon, celle-là, c'est un peu, c'est vraiment dégueulasse, là. C'est la Roasty. Et Roasty, elle, c'est une Stacy qui a eu tellement de sexe avec beaucoup d'hommes que, ben, ses parties génitales ressemblent à un roast beef. Mais honnêtement, donc c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu la slot chez les incels. Ils vont dire à cette fille-là, c'est une roasty ou
Donc, c'est un peu quand ils sont vraiment fâchés, ils vont décrire des filles comme ça. Donc, puis en fait, c'est toutes des filles avec qui voudraient coucher encore une fois. Ben oui, évidemment, ils en sont un peu jaloux. Donc, vous voyez que tout cela là, va très très loin. Là. On se rapproche là, peu à peu d'une secte même quand on voit tous ces termes et les fondements philosophiques derrière leur mouvement. Là. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dirait une forme de nazisme là, d'une certaine façon. Mais vous allez voir, il y a encore d'autres sous-groupes dans cette manosphère. On trouve aussi un autre sous-groupe appelé les MGTOW, les Men Going Their Own Way, ou encore les hommes qui tracent leur propre chemin. C'est poétique. Oui, c'est beau. Il s'agit d'un groupe d'antiféministes qui souhaitent se séparer de la compagnie des femmes. Les MGTOW sont lucides. Eux, ils ont pris la pilule rouge. Ils sont éveillés et croient que le mariage est une arnaque pour les hommes et que la société a été corrompue par les femmes en raison du féminisme et des doubles standards qui existent entre les sexes. Je connaissais pas ça, moi, les MGTOW, quand j'ai commencé à rechercher là-dessus. Je connaissais les incels de base. Je connaissais pas les Stacy et les Chad, mais les MGTOW, là, c'est nouveau pour moi. Moi non plus, puis c'est quasiment eux qui m'ont traumatisé le plus. Oui, les incels, ça va loin, mais les MGTOW, dans leur vision de la femme et de leur présence sur Terre, et tout ça m'a clairement traumatisé. Selon eux, les femmes sont manipulatrices et la seule façon de rétablir l'ordre dans la société est de lutter contre elles et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de mariages. Ils croient en l'hypergamie, comme quoi les femmes sont attirées, comme on vous le disait tout à l'heure, par le 20% d'hommes d'une classe supérieure. Les femmes méritent donc punition et revanche. Leur vision partage beaucoup d'influences des suprémacistes mâles de la droite alternative qui partagent aussi parfois cette vision des femmes. Et moi, je suis même allé visiter là, des pages Facebook de groupes de MGTOW. Oui. Et puis ben, c'est vraiment agressif comme mentalité. Là. Oui. On se croirait vraiment sur des groupes un peu de alt-right. Là. On y partage des mimes. C'est beaucoup une culture de mimes. Hein. Même les incels, c'est des mimes. On va photoshopper des images avec des espèces de citations misogynes là-dessus, sous le couvert de l'humour, évidemment. Mais eux, vraiment, là, c'est... hyper anti-féministe, même anti-féminin, là. Comme, tu sais, ils vont se faire j'ai vu, moi, des casquettes sur un groupe, même de MGTOW au Québec, je crois, ou du moins au Canada, où ils se sont fait une casquette « Make a bitch pay again ». Donc, un peu à la casquette de Trump, là, la fameuse casquette rouge, là. Donc, c'est des genres de mimes comme ça, ou des genres de trucs comme ça qui véhiculent. Bon, ça, c'est un peu con comme exemple, mais parfois ça peut aller plus loin que ça. Heureusement, j'ai pas remarqué que j'avais d'amis communs avec nous dans ces groupes-là. Mais oui, ça peut aller. Ils se regroupent entre eux, très actifs sur YouTube aussi. Là, les MGTOW, on sent qu'ils sont moins recroquevillés sur eux-mêmes que les incels. Ils vont parler plus. Ils vont vraiment évangéliser l'anti-mariage. Puis eux, ils peuvent avoir du sexe. Ils sont pas célibataires involontaires. Exact. Eux, ils vont pouvoir coucher avec des femmes. Par contre, ils seront jamais en relation permanente avec elles, puis ils sont vraiment anti-mariage. Oui, ils ont mis de côté l'amour. Puis même après avoir lu plusieurs trucs, souvent c'est des déceptions amoureuses qu'ils ont vécues qui les ont amenés vers ça. Ils se catégorisent pas nécessairement dans la même tranche justement que les incels, comme tu dis là. Eux, ils se sentent pas une tranche à part de la société, mais sont plus frustrés par les femmes. Par les relations qu'ils ont eues avec les femmes. Les MGTOW, c'est une branche de la manosphère qui peut être quand même extrême, mais le pire sous-groupe demeure celui des incels, qui ont pris la pilule noire, là, les black pillers, comme on vous disait. Oui. Puis toi, pourquoi tu disais que ça t'a vraiment marqué là, de faire de la recherche sur les MGTOW? Mais les MGTOW, c'est dans leur vision de la femme. Puis souvent, leur témoignage, c'est qu'ils disaient « Ah, moi, j'ai été marié » ou moi, j'en ai eu une famille, ou j'ai eu une femme et je lui ai tout donné. Je lui donnais de l'amour, de l'argent, etc. et elle m'a jeté là. » Souvent, c'est ce que je me rendais compte, c'est un discours de gens déçus de la vie. Mais ça arrive des fois dans la vie qu'on a des relations qui tournent pas bien, puis qu'on rencontre des gens qui sont peut-être un peu moins honnêtes ou moins... que oui, ils vont peut-être moins bien te traiter lors d'une rupture, mais je trouve que de catégoriser toutes les femmes dans le même bateau, puis que c'est nous... Aussi, ce qui m'a traumatisé, c'est leur vision du mariage et du couple. Pour eux, ça fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Ils sont encore à l'ancienne, tu sais, c'est encore l'homme pourvoyeur, tout ça, puis la femme veut juste voler ta carte de crédit pour s'acheter des choses, là, tu sais, on se croirait pas du tout dans les années 2010. Non, c'est vraiment étrange, puis
je trouve que leur vision de la société, si tout le monde voyait ça comme ça, disons tous les hommes, je veux dire, ça fonctionnerait pas, là, ça serait l'extinction de la race. Puis de toute façon, c'est pas... Moi, je trouve pas... On a le droit d'envie de désirer d'être célibataire, mais la plupart des gens aiment être en couple, ils sont heureux en couple, ils veulent fonder une famille. Puis c'est pas parce qu'on est dicté par le dogme de la société, là. C'est juste que l'humain a ce besoin-là. Mais moi, ce qui m'avait vraiment traumatisé, c'est comment ils catégorisaient les femmes. C'était vraiment ça, là. Puis qu'ils les éclipsaient totalement de l'équation, comme si elles servaient à rien. Que juste pour du sexe. Ah ben lui il disait, il y en a un témoignage que je voyais, lui il disait, j'en côtoie des femmes dans la vie, c'est d'autres êtres humains, j'ai rien contre elles, sauf que dans sa propre vie personnelle, il veut pas en intégrer au niveau amoureux. Il veut pas tomber amoureux de femmes. Parce que pour lui, c'est se faire avoir. Les femmes, ce ne sont que des manipulatrices. Donc il est un peu contre l'amour. Oui, mais moi au bout du compte, je me rends compte, c'est juste des gens déçus. Mm-hmm. J'en connais plein, des gens qui ont été déçus par l'amour dans leur vie. Puis il y a des gens qui ont des mauvais karmas, mais c'est pas tout viré des mectars là, qui changent complètement leur fusil d'épaule, puis que les femmes sont... Ça, je te dis, j'avais quasiment plus de misère que les incels à lire leurs valeurs. On a fait un peu le tour des éléments là, et des sous-groupes qui composent la manosphère. Maintenant, on va avancer dans le temps là, pour parler un peu des éléments qui ont fait escalader la vague de violence qu'on a vue au cours des dernières années jusqu'à ce qu'Alek Minassian prenne le volant de sa fameuse vanne blanche en avril 2018. On va faire un petit bond là, jusqu'à mai 2014 et on va parler d'un certain Elliot Rogers qui lui aussi est assez spécial comme être humain. Elliot Rogers est un jeune homme de 22 ans qui habite Los Angeles. Sa famille vient de Londres. Son père travaille dans l'industrie du cinéma. Il habite donc là, dans une bonne famille. Oui. Elliot souffre d'extrême solitude, ayant été sévèrement intimidé à l'école pendant presque toutes ses années scolaires. Il passe le plus clair de son temps à jouer à World of Warcraft et à fréquenter des forums d'incel afin d'exprimer sa haine envers les femmes. Il a d'ailleurs lui-même son propre blog et sa chaîne YouTube. Elliot en a marre que sa vie soit sous le contrôle des femmes. Il est toujours vierge à 22 ans et n'a jamais embrassé une fille jusqu'à maintenant. Les femmes le dégoûtent et les hommes qui ont du succès avec elles le dégoûtent encore plus. Il déteste aussi les couples car évidemment il les envie. Elliot réfléchit depuis longtemps à son jour de rétribution, où finalement les femmes paieront pour la tristesse qu'elles causent chez les hommes comme chez lui. Dès 2012, il fait l'achat d'un Glock 34 et commence à s'entraîner au champ de tir. Dans l'année suivante, il achète 2 autres pistolets, 2 Sig Sauer P226 qu'il a achetés en sauvant 5 000 $ au cours des années précédentes. Le jour de la rétribution sera donc fixé au 23 mai 2014 à Isla Vista, en Californie. En ce jour du 23 mai, en début de soirée, Rogers attaque un à un ses 2 colocataires dans son appartement alors qu'ils rentrent un après l'autre à leur tour dans l'appartement. My God. Eh oui, ça commence comme ça. Un troisième homme, un ami des colocataires, est aussi assassiné en rentrant plus tard chez lui. Il va les poignarder les 3 à l'aide de 2 couteaux qu'il a soigneusement préparés avant de poser son geste. Par la suite, il se rend dans un Starbucks pour prendre un café, mais aussi pour publier une vidéo sur sa chaîne YouTube à propos de ce jour de la rétribution. Et dans cette vidéo, il détaille son plan comme suit. Voici donc ma dernière vidéo, car c'est là où nous en sommes. Demain sera le jour de la rétribution, le jour où j'exercerai ma revanche contre l'humanité, contre vous tous. Je ne comprends pas pourquoi vous, les filles, n'êtes pas attirées envers moi. Peu importe, je vous punirai pour ça. C'est une injustice, un crime même, parce que je ne comprends pas ce que vous ne voyez pas en moi. Je suis un homme parfait, et malgré cela, vous vous jetez dans les bras d'hommes odieux, au lieu de venir vers moi, le gentleman suprême. Et ce terme-là, ce que lui décrit comme le Supreme Gentleman, ça va devenir un hashtag sur Twitter, ça va devenir un mot couramment utilisé par les incels. Il va aussi envoyer à 34 personnes de son entourage un manifeste de 137 pages détaillant son état d'esprit, mais aussi toute son histoire d'intimidation à l'école au fil des ans. C'est assez troublant à lire. J'en ai lu quelques extraits, mais ça va trop loin. Ça remonte dans le temps à son enfance. C'est extrêmement lourd. C'est très détaillé, là.
C'est très dark. Là. Ça montre justement comment il se sent, comment il a jamais eu de succès avec les femmes, comment il a été intimidé à l'école. C'est choquant, un peu d'empathie pour lui quand même. C'est triste, parce que c'est très triste, mais oui, là, c'est évocateur d'un plus grand problème. Et on y arrive. Par la suite, au volant de sa BMW 328i, il se rend à la résidence Alpha Phi près de l'Université de Santa Barbara, une résidence d'étudiantes. Il frappe à la porte pendant plusieurs minutes sans que personne ne réponde. Il va alors sortir une arme à feu et tirer 3 étudiantes qui passaient par là, près de la résidence, tuant sur le coup 2 d'entre elles. Par la suite, Rogers court à sa voiture et démarre en direction de l'est. Il tire un coup de feu dans un café qui était inoccupé à ce moment-là. Une chance. Oui. Il va se diriger vers le Deli Mart et tire plusieurs coups de feu à l'intérieur. Il va faire une victime. Rogers s'enfuit alors des autopatrouilles qui arrivent parce que là, on se rend compte qu'il y a quelqu'un de pas tout à fait sain qui fait un méchant bordel en ville et roule en sens inverse de la route. Il va frapper un piéton sur une route avec sa voiture et tirer des coups de feu vers 2 autres. Il va ensuite tirer sur un couple sortant d'une pizzeria ainsi que sur une fille à vélo. Très intense comme... Ah oui, c'est fou. Oui. Par la suite, Rogers, toujours à bord de sa BMW, tire sur un agent de police sur la rue, frappant 2 piétons en chemin. Il va tirer sur 3 autres piétons par la suite et frapper 2 skateboarders avec sa voiture sur la route. Il va poursuivre sa course folle en faisant feu sur 2 agents de police. Il sera lui-même atteint à la hanche. Il va frapper une autre cycliste en chemin pour terminer sa course en crashant sa voiture sur le trottoir. Les policiers l'interceptent finalement et le sortent de force de sa voiture pour constater que Rogers a déjà mis fin à ses jours en se tirant une balle à la tête. Oh. Il aura fait au total 6 morts et 14 blessés ce jour-là. Parler de jour de rétribution, c'est toute une tragédie. Ah oui, c'est fou, là. Puis le nombre de dommages collatéraux, les témoins qui ont vu ça, les familles, c'est incroyable. Hein? Tu sais, ça peut... Moi, c'est une chose que j'ai peur dans la vie, c'est d'être vraiment à la mauvaise place au mauvais moment. Là. Il y a plein de mauvaises victimes. Il y a plein de personnes qui sont innocentes. En fait, ils sont tous innocentes, ces personnes-là. Là. Elles faisaient juste vivre. Elles allaient à la pizzeria, dans un café, dans la rue, du skate dans la rue. T'sais, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un comme ça. Non. Moi, ça me fait peur. Mais c'est ce qui est le plus troublant avec ce groupe-là, c'est que on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est vraiment random. Dans le cas de Elliot Rogers, je pense qu'il voulait tuer des femmes à la base. C'était sa frustration. Il s'est dirigé dans une résidence d'étudiantes. On n'imagine pas ce qui serait arrivé si quelqu'un avait ouvert cette porte-là. En fait, déjà, ce qui est arrivé est assez intense. J'imagine pas s'il était entré dans une résidence d'étudiantes en plus. Il aurait pu faire tout un carnage. Mais on se rend compte que finalement, il a fait plein d'hommes victimes aussi. Il a tué ses 2 colocataires. C'est quoi le rapport? Est-ce que c'est parce que ses colocataires réussissaient à avoir des relations avec les femmes? L'ami des colocataires, tu sais, il n'y a rien à voir là-dedans. Tirer dans un café, on dirait que psychose. Hein, oui, carrément. On se rend compte qu'il y avait... Je sais pas s'il y avait vraiment un but ou quelque chose, mais ça devenait complètement n'importe quoi, là, sa tuerie. Là. Il se jetait sur n'importe quelle victime potentielle. Ah oui, sa frustration, c'était sur n'importe qui. On dirait là actuellement, de ce que je vois, c'est que c'est n'importe qui était sur son passage qui goûtait. Là. Ou peut-être qu'il était frustré de ne pas avoir réussi à rentrer dans la résidence Alpha Phi, puis que là, il a perdu la carte, puis il a décidé de tuer tout le monde. Cette histoire-là fait scandale partout sur la planète et en raison de la vidéo publiée par Rogers avant la tuerie, l'histoire mettra aussi le monde des incels sous le regard de la presse mondiale. La population est secouée parce qu'elle apprend à propos des groupes misogynes radicaux qui se rassemblent sur le web. Alana, qui a créé le premier blog incel dans les années 90, qui a même inventé le mot à une autre époque, est choquée de voir l'histoire d'Elliot Rogers alors qu'elle lit un magazine féministe dans une librairie. Ben, j'imagine, hein, c'est... le choc, là. Surtout que c'est elle qui a créé un peu cette communauté-là. Oui, puis avec du bon vouloir au départ. Là. Ben oui. Elle n'aurait jamais cru que son groupe de soutien aux célibataires aurait de telles répercussions plusieurs années plus tard. Ce qui est le plus choquant dans l'histoire de Rogers, c'est qu'il avait fait l'objet d'une vérification de la part des autorités en raison des publications qu'il faisait sur le web quelques mois plus tôt. Ils avaient jugé qu'il ne représentait pas un danger pour la société. Il avait donc été laissé chez lui sans aucune autre forme de vérification.
Parce que même avant de faire sa tuerie, là, il postait là, sur sa page Facebook des memes d'incel, puis sur sa page YouTube aussi. Donc, il y avait déjà quelques drapeaux de levée. Là. Ça doit pas toujours être évident, par contre, pour les autorités ou les services sociaux d'intervenir dans le sens de vraiment juger si quelqu'un va être prêt à passer à l'acte ou non. Ouais. Je veux pas les défendre, là, mais souvent, je me mets à leur place. Ça doit pas toujours être évident à bien évaluer ce type de personnes-là. Aussi, malgré qu'il souffrait de schizophrénie et de d'autres troubles de santé mentale, il refusait toujours de prendre ses médicaments. On a la vague impression que cette tragédie aurait pu être évitée. C'est clair, hein? Mm-hmm. C'est malheureusement souvent des gens qui souffrent de maladies mentales. Puis s'ils sont ostracisés, j'imagine que ça amplifie justement l'effet de frustration et de manque d'empathie aussi. Là, parce que pour faire des carnages comme ça, ton empathie, elle doit être à off. Là, oui, puis c'est là que tu te recueilles dans des chambres à écho, un peu comme la communauté des incels. Exact. Pour les plus extrêmes incels de type pilule noire, Rogers est devenu une sorte de martyr. Il en a malheureusement inspiré beaucoup d'autres. Je vous raconte quelques autres cas. Le 1er octobre 2015, Chris Harper Mercer se rend sur un campus universitaire à Roseburg, en Oregon, et tuera 9 personnes en plus d'en blesser 8. Il va s'enlever la vie sur la scène du crime en laissant sur place un manifeste, tout comme Rogers, en affirmant avoir été influencé par la tuerie organisée par ce dernier. Le 31 juillet 2016, Sheldon Bentley dérobe un homme sur la rue et l'assassine, frustré d'être célibataire involontaire depuis 4 ans. Ça, c'est triste, c'est une pauvre victime encore. Là. Ah oui. Le 7 décembre 2017, William Atchison se rend à l'école secondaire d'Aztec au Nouveau-Mexique, où il tue 2 personnes avant de s'enlever la vie. Son pseudonyme en ligne était Elliot Rogers. Donc lui aussi adorait Elliot Rogers là, jusqu'à utiliser son nom sur Internet. Le 14 février 2018, jour de la Saint-Valentin, Nicholas Cruz se rend à l'école secondaire Stoneham Douglas en Floride où il tue 17 personnes en plus d'en blesser 17 autres avant de se faire arrêter. Juste avant la tuerie, il publiera en ligne « Elliot Rogers ne sera jamais oublié ». Fait mal hein, de lire tout ça. Ben surtout qu'il a fait énormément de dommages collatéraux, ce certain Elliot Rogers. On revient tranquillement vers Alec Minassian. En 2013, Alec se retrouve dans une fête d'Halloween, parce que là, c'est intéressant de voir comment lui aussi a vécu sa progression vers la radicalisation. Là. À cette fête d'Halloween, il tentait tant bien que mal d'attirer l'attention des filles, mais sans succès. Selon lui, les filles riaient de lui et tombaient dans les bras de gars musclés superficiels. Il fut extrêmement frustré de cette expérience et il commença à s'identifier en ligne avec les incels, et plus particulièrement les incels plus extrêmes, prêts à tout pour faire tomber la domination des Chads auprès des filles, les Stacy's. Son lieu de prédilection est 4chan, où plusieurs incels anonymes se rassemblent. Ouais, 4chan ont la ligne éditoriale assez souple. Oui. De janvier 2014 à mai 2014, il va même discuter avec Elliot Rogers jusqu'à 3 jours précédant la tuerie qu'il va organiser. Donc, il avait vraiment eu des contacts avec lui. Là. Il va se reconnaître en Elliot et il va le trouver très inspirant. Lorsque la tuerie orchestrée par Elliot Rogers arrive, Minassian a toute une révélation. Il y a une genre d'épiphanie. Là. Il s'agit pour lui du meilleur moyen de faire passer sa frustration et d'envoyer un signal clair à la population. Il cogite à cette idée-là sans arrêt. Il discute même avec Chris Harper Mercer, là, qui commettra plus tard la tuerie de Roseburg, comme tu as décrit, Seb. Oui. Entre-temps, Alec fera un petit tour là, dans les forces armées canadiennes, donc il va s'enrôler le temps de quelques mois dans une unité d'infanterie. Puisqu'il est toujours vierge et qu'il n'a jamais eu de petit ami, il se dit que l'armée peut le remodeler physiquement et mentalement et qu'il aura plus de chance avec les filles après son service. Hélas, ce ne sera pas le cas. Il commence à planifier sa tuerie environ 1 mois avant le crime. Il ne souhaitait pas trop planifier la chose selon ses interrogatoires avec la police de Toronto. Il préférait y aller d'instinct. Il va donc réserver la vanne blanche 1 mois avant la tuerie. Il voulait toutefois compléter ses examens en développement informatique avant de commettre le crime, comme ça, ce serait plus symbolique. Je comprends pas trop cette idée-là. Là. Il voulait avoir un diplôme avant de commettre tout ça. Ouais, ou avant de mourir. Je sais pas si lui avait planifié de se tuer. Après, c'est pas très clair. On y arrive. Quand le jour arrive, Alec est bouillant de rage et d'excitation. Il se dit qu'il s'agit du jour J,
le jour de la rétribution, comme le disait Elliot Rogers. Avant de prendre la route, il publie un message très inquiétant sur Facebook. Et là, je vais vous le traduire. Dans son message, il utilise beaucoup de jargon militaire aussi, là. Il nous dit « Soldat Minassian, unité d'infanterie 0010, souhaite parler au sergent 4chan, s'il vous plaît. La rébellion Incel est déjà commencée. Nous allons conquérir tous les Chad et les Stacys. Nous devons tous vénérer le Supreme Gentleman Elliot Rogers. » Donc, lui aussi fait référence au Supreme Gentleman. Par la suite, il prend la route et exécute son plan, causant 10 morts et 16 blessés au centre-ville de Toronto, comme on l'a décrit en introduction. Donc, toute une journée de carnage qui va condamner la ville, tous les transports en commun vont être stoppés, les commerces autour vont être évacués, puis les gens sauront pas trop comment agir, parce que sur le coup, c'est longtemps après, c'est quelques temps après qu'on s'est rendu compte qu'il le faisait sous l'influence des incels, mais on savait pas à ce moment-là, est-ce que c'est un groupe terroriste, est-ce qu'il va en avoir d'autres, est-ce qu'il y a un avion qui va se crasher ailleurs? Oui, exact. C'est très inquiétant. Il sera accusé de 10 meurtres au premier degré et de 16 tentatives de meurtre. Alec ne présente aucun remords. Il explique qu'il sent que sa mission a été accomplie lors d'interrogatoires avec les policiers. Il y en a qui sont disponibles en ligne. Oui, ils sont sur YouTube. Et vous allez voir, les policiers ont sorti ça et c'est très, très troublant. Oui. Dans son interrogatoire, il explique que si un café ne s'était pas renversé sur le pare-brise de la vanne lorsqu'il a percuté un piéton, il aurait continué à rouler et à tuer d'autres gens. En gros, il ne regrette rien. Toutefois, l'homme plaide non coupable et son procès sera tenu en février 2020. C'est long, hein? Donc c'est bientôt. Oui, c'est tellement long, les procédures judiciaires. Mais comment peut-il plaider non coupable, en fait? Moi, je me demande ça. On sait que c'est bien lui qui conduisait la vanne, on sait que c'était planifié, on sait qu'il ne s'agit pas de légitime défense. Mais oui, c'était planifié, il l'a publié sur Facebook. Donc, une seule option persiste, celle de plaider la maladie mentale comme cause du crime. Et c'est ce que nous allons voir en février, dans ce qui sera sans doute un des plus importants procès canadiens des dernières années, là. Oui, absolument. On va suivre ça avec attention. Mais outre la maladie mentale, est-ce qu'il pourrait s'appuyer sur, pas les homicides involontaires, mais dans le sens qu'il a fait ça par un traumatisme de jeunesse ou je ne sais pas s'ils peuvent utiliser cette défense-là pour, outre la maladie mentale, pour, disons, amenuiser la peine. Parce que je sais que souvent, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais généralement, quand tu plaides coupable, parce que tu plaides coupable, ils vont diminuer ta peine. Parce que ça évite un procès, mais dans ce cas-ci... En tout cas, j'ai hâte de voir la conclusion de ça et les chefs de... En fait, j'ai hâte de voir sa défense, qui m'intrigue beaucoup, parce que il me semble qu'on n'a rien vu, du moins qu'il n'y a rien qui est sorti par rapport à une quelconque maladie mentale. Je me trompe-tu en disant ça? Non, je pense pas qu'il y ait rien qui est sorti. Il semblait... c'est là qu'on va le voir. J'imagine qu'ils vont tenter de le prouver en cours. Exact. Mais il n'y a rien eu là, de sorti là-dessus, pas de schizophrénie ou quoi que ce soit. Pas que je sache jusqu'à présent. C'est ce qui conclut la chronologie des événements. Et là, ça ne s'arrêtera pas là pour les tueries en lien avec les incels. Je vous en nomme quelques autres. Qui sont survenus même après là, ce que Alec Minassian a fait. Là, donc, ça n'arrête pas. Là. Oui, exact. Là, c'est 2018-2019. Vous allez voir. Le 2 novembre 2018, Scott Burley, un misogyne reconnu, se dirige dans un cours de hot yoga de la ville de Tallahassee, en Floride. Il va tuer 2 femmes et en blesser 4 autres avant de s'enlever la vie. Ah oui, c'était fou cette histoire-là. Ah oui, je m'en souviens encore. En janvier 2019, Christopher Cleary, un incel avoué, est arrêté après avoir posté une publication troublante sur Facebook en expliquant qu'il prévoit une tuerie de masse dans un endroit public sous peu dans le but de tuer autant de femmes qu'il le peut. Donc lui, ils ont réussi à l'attraper avant qu'il passe à l'acte. Là. Un peu comme la tuerie d'Halifax. Oui, et imaginez s'il l'avait pas fait, en fait, s'il avait jamais publié, il aurait peut-être passé à l'acte. T'as raison. C'est ça qui est drôle, hein, quand ils font qui est étrange quand ils publient leurs futurs actes, ils s'auto-condamnent d'une certaine manière, ou du moins ils annoncent qu'est-ce qu'ils font, puis c'est vrai que d'une certaine manière, ça peut empêcher ça. On dirait que le geste, la pulsion
de l'annoncer est plus forte que le risque de se faire prendre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je pense que c'est de clamer, en fait, le lien de ce crime-là avec la communauté. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Ouais, puis, je pense que la plupart souhaitent mourir aussi là-dedans. Oui. Alec Minassian, on l'a vu, lorsqu'il demandait au policier Lam, à l'agent Lam, de le tirer dans la tête, c'est parce qu'il voulait mourir par suicide by cops. Il voulait se faire tuer par la police. Donc, ces gens-là ont l'impression qu'ils se feront pas attraper ou que s'ils se font attraper, ils vont se faire tirer par la police ou ils vont avoir le temps de se suicider avant, mais c'est pas toujours ce qui arrive. Non, exact. Il va trouver le temps long en prison. Le 17 juin 2019, Brian Clyde, un autre incel assez extrême, ancien soldat qui publiait des mèmes nazis ou encore transphobiques sur sa page Facebook, a tenté une tuerie au palais de justice de Dallas, au Texas, alors qu'il se fera intercepter par les officiers de police. Donc encore là, ils vont agir à temps. En fait, ils vont l'intercepter avant qu'il commette son crime. Oui, encore une fois, parce qu'il a publié sur sa page Facebook. Donc, cette tendance ne semble pas prête de s'arrêter. Jusqu'à présent, les incels ont commis 45 meurtres en Amérique du Nord. Ah, c'est fou, hein? Ça s'accélère vraiment. Je serais pas surpris qu'on en voit d'autres, même bientôt, en fait, parce que c'est en hausse, là, depuis 3-4 ans, ce phénomène-là. C'est fou. Puis j'imagine que les autorités doivent être un petit peu plus à l'affût de ça, hein? Oui. Parce qu'ils surveillaient déjà beaucoup les actes terroristes ou tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'ils doivent avoir, pas nécessairement une équipe dédiée, mais ça doit faire partie de leur processus de surveillance, de surveiller tous les groupes comme ça, parce qu'ils passent à l'acte. C'est pas juste dans les mots. Non. Ils tuent des vraies personnes. Donc, c'est très triste. Moi, je pensais pas que ça allait aussi loin que ça, ce groupe-là. Non plus. J'avais entendu parler, évidemment, de l'histoire de Alec Minassian, mais je savais pas qu'il y avait eu tant d'autres crimes qui avaient été qui avaient été commis, mais en plus, qui avaient été planifiés. Mais c'est fou quand même comment ça devient un réel problème. Puis comment les gens, là, font l'idolation des tueurs de masse. On l'a vu un peu dans l'épisode où on a parlé des Columbiners, l'épisode avec Lindsay Suvanarat. Et puis là, on retrouve le même type de chambre à écho, le même type de communauté toxique, puis le même type de radicalisation qui pousse vraiment à commettre des actes terribles. C'est exactement la même chose, c'est juste un autre thème. Dans le fond, ils sont juste regroupés sous un autre thème. C'est un équivalent d'une secte, hein, un peu comme on le disait. Tu suis un dogme précis, puis tu y crois, puis tu vas aller jusqu'au bout pour en quoi tu crois, là. Mais toute une histoire, en tout cas, on va vous garder au courant, chers distordus, du développement de toutes ces histoires-là, puis du procès de Alec Minassian aussi qui va arriver en février. Toi, Seb, quelle est ton opinion là-dessus? Ben moi, ma grosse conclusion, une fois que j'ai fait toute la recherche, j'ai écouté plein de documentaires, c'est que c'est des hommes c'est des hommes aigris, qui ont vécu beaucoup de déceptions. Ils agèrent pas bien, puis on dirait que on dirait qu'ils se bâtissent leur personnalité ou leur estime d'eux-mêmes, ils la bâtissent que si une femme s'intéresse à eux. Mm-hmm. Mais, tu sais, avant, on le sait, là, c'est pas un secret pour personne, mais avant d'être heureux avec quelqu'un d'autre, faut être bien avec soi-même, tu sais. Puis j'ai l'impression que le problème, il part de là. Mais ça devient un problème de société parce que il y a des incels qui passent à l'acte, mais combien ne passent pas à l'acte et qui souffrent et qui sont malheureux? Et la société, faut que la société diminue le nombre de gens malheureux. Mais on dirait que je suis pas sociologue, là, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qui crée je comprends que ça vient de frustration, mais qu'est-ce qui fait que tu deviens comme ça? Ouais. Puis qu'est-ce qui amène? C'est ça, tu sais, je sais pas quel élément qu'il faudrait modifier dans la société ou dans l'approche ou dans l'éducation pour éviter ce genre de choses-là. Je suis un peu dans le néant. Je sais pas si toi, t'as réfléchi un peu à ça ou comment tu vois ça? Ben oui, c'est clair, mais c'est un peu comme tu dis, je suis d'accord avec toi dans le sens que on dirait que leur problème va au-delà des femmes. Oui, eux, ils blâment les femmes pour leurs problèmes, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout les femmes leur problème. J'ai l'impression qu'ils ont un problème d'estime d'eux-mêmes à la base. Puis pour en venir là, faut qu'il y ait quelque chose qui snap à quelque part là, dans la tête là, pour passer de déprimé à tueur en série. C'est assez intense. Je m'attendais pas que ça pouvait aller aussi loin. Puis surtout pas que ces gens-là allaient clamer en fait leur revendication
revendications en lien avec ces groupes-là. Donc, il semble avoir une fierté à commettre des crimes envers les incels, mais il n'y a pas un dieu des incels, il n'y a pas une autorité des incels. Ben non. Même quand t'envoies parfois des interviews avec des incels beaucoup plus modérés, puis eux, ils disent, ben non, nous, on condamne pas du tout les actes de barbarie comme ça. Nous, on est juste des célibataires involontaires qui discutent entre eux, mais il y a toujours une petite minorité à l'intérieur de ces groupes-là qui est vraiment qui est prête à passer à l'acte, puis qui a complètement d'autres convictions. Donc je trouvais qu'à la base le blog d'Alana était intéressant, même si c'était dépressif et tout ça, mais de voir comment tout ça a escaladé en quelques années, sérieusement, j'en reviens pas, je suis jeté à terre par cette histoire-là. Mais comment on peut prévenir ces actes-là? Puis aussi, quelle est la responsabilité des réseaux sociaux derrière tout ça? Parce que c'est là qu'ils se concentrent. Je sais que Reddit a banni le sous-groupe Incel, ainsi que plusieurs autres là, en septembre 2019. Donc, tout récemment, ils ont banni des groupes, mais ça fait juste tasser le problème. Tu sais, si tu fermes un crack house, il y en a un autre qui va ouvrir à 2 rues plus loin. Donc, je pense pas que ça élimine le truc. Puis parfois, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, ces compagnies-là, que de bannir des sections, tu sais, c'est pas évident. Faire. Est-ce qu'il y a une façon, à quelque part, où on pourrait plus facilement détecter ces cris d'alarme-là? Parce que, oui, Elliot Rodgers, on aurait pu prévenir son crime des mois en avance. Donc, c'est très troublant de voir ça. Il y a aussi YouTube qui a retiré plusieurs vidéos de pick-up artists cette année, de vidéos de haine envers les femmes et tout ça. Donc, c'est rendu très surveillé sur YouTube. Mais encore une fois, si YouTube les retire, ils vont trouver un autre endroit pour partager leur contenu. Ben oui, le web, tu peux pas... c'est une des belles qualités du web, mais en même temps, c'est son défaut, c'est qu'on peut pas contrôler son contenu. Ben oui. Oui, sur les plateformes en tant que telles, les plateformes ont, comme tu dis, ont le pouvoir de modérer le contenu, mais n'importe qui peut s'acheter un nom de domaine, là, ihatewomen.com, puis se partir un site web ou même un réseau social là-dessus et qui va se nourrir. Il n'y a pas d'autorité qui peut fermer ça, ces sites-là. J'ai même l'impression qu'il n'y a pas de loi. C'est un discours de haine, mais j'ai jamais vu, en tout cas du moins les autorités ou une entité qui a voulu poursuivre et fermer un site sur Internet. Tu sais, ça se fait pas. Moi, en fait, ma conclusion, c'est que j'étais un peu dans le désespoir, dans le sens que y a comme rien à faire. À part si quelqu'un voit des commentaires ou des statuts les dénoncer, par exemple sur Facebook, là, on peut reporter des contenus qu'on trouve scandaleux ou qui n'ont pas leur place. Mais outre ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire, on dirait. C'est l'éducation, je pense. C'est d'éduquer les hommes, d'éduquer nos jeunes garçons. Il y en a peut-être une gang qui sont trop vieux pour être éduqués actuellement, mais c'est de tenter de prévenir puis d'essayer de créer le moins en moins d'incels dans le futur. Mais non, c'est très dur à prévoir ce type de comportement-là venant des chambres à écho comme ça, là. Ça fait un peu le tour, Seb, de cette chronologie-là. J'espère que ça vous a plu, chers distordus, parce qu'on a mélangé quelques histoires ensemble. On voulait traiter d'une histoire, l'histoire d'Alec Minassian, mais aussi de traiter du phénomène de la manosphère à un sens plus large. Donc, on a mélangé l'histoire d'Elliot Rodgers là-dedans parce que c'était un peu un point pivot dans toute cette histoire-là. Puis, j'espère que ça vous a plu. Puis, on est très curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de ce groupe-là, ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous pensez des incels et de toutes ces autres sous-catégories-là qui naissent un peu partout sur Internet? On a des suggestions pour vous si vous voulez vous plonger un peu plus dans le cœur du sujet. Reply All, le podcast, on fait un excellent résumé et une interview avec Alana. Donc, il est toujours excellent. Reply All, on vous conseille en podcast d'aller regarder ça. Canadaland, un autre podcast, eux ont bien résumé la tuerie de Toronto lorsque c'est arrivé. Ils font un peu le tour de la manosphère. Je vous suggère aussi vraiment beaucoup le podcast Embrace the Void, qui eux ont fait 2 épisodes, là, un beau portrait philosophique du phénomène. Donc, il aborde des sujets que Reply All n'ont pas abordés, ni Canadaland, donc très intéressant. Télé-Québec aussi ont coproduit le documentaire québécois Bitch, une incursion dans la manosphère qui vaut la peine d'être vu. Donc, ça doit être disponible. Les gens en France, essayez-vous. Je pense que Télé-Québec, ils doivent rendre leur contenu disponible
Je sais pas, mais je sais pas. Hein? Sinon, avec un VPN, par exemple, j'ai l'impression que ça peut être quand même pas si compliqué parce qu'il est accessible en ligne sur le site de Télé-Québec. Donc, à voir, mais à voir, c'est le géobloc. Je le sais pas, t'as raison. Allez voir ça, puis tenez-nous au courant. Vox aussi, le média américain a réalisé un super dossier à l'écrit, donc allez voir ça sur leur site web. Et si vous voulez un peu vous moquer de la manosphère, on vous conseille le blog We Hunted the Mammoth, qui eux c'est comme un incel watch. Là. Donc eux, ils vont surveiller tout ce qui se dit dans la manosphère, puis ils vont faire ressortir ça souvent avec une petite pointe d'humour pour se moquer de ces gens-là. Donc des fois après en avoir parlé, puis après ça être pompé les nerfs, mais ça vaut la peine d'aller en rire un peu. Sinon, vous savez où nous trouver, chers distordus. Hein? On est partout sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Distorsion Podcast, YouTube aussi, on est Distorsion Podcast. Sur Twitter, on est Distorsion Pod. Et sur Untapped, on est Distorsion Podcast aussi. Donc Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous aujourd'hui? Si vous voulez rencontrer des gens intéressants, ouverts, respectueux et sans jugement, évitez les chambres à écho et venez au meet-up de Distorsion. Bonne idée.